Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler de la modernisation de l'amiral Nakhimov. Et oui, il était temps que je fasse cette vidéo depuis le temps que certaines personnes attendent. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé un Instagram, le 7ème berger, où vous pourrez retrouver les plannings des futures vidéos ainsi que des anecdotes sur l'actualité, etc. Comme d'habitude, je vous laisse une timeline dans la vidéo pour aller à la partie qui vous intéresse, puisque nous allons d'abord faire un petit tour d'horizon de ce qui est devenu la classe Kirov en 2023. Je parlerai ensuite de la modernisation effectivement de l'amiral Nakhimov, et enfin une conclusion sur ce que vaut l'amiral Nakhimov aujourd'hui en 2023 au regard des nouvelles technologies, des drones et de l'enseignement de la guerre en Ukraine. Allez, c'est parti! Prévu à l'origine pour être constitué de 5 bâtiments, certaines sources font mention de 7 navires d'ailleurs planifiés, construits à Saint-Pétersbourg, la classe Orlan ne possédera finalement que 4 unités, dont les mises sur cale vont s'échelonner de 1974 à 1986 et les mises en service de 1980 à 1998. Une 5e unité inscrite sur les listes de la marine soviétique ne sera jamais mise en chantier. Testés en mer Baltique, les Orlan vont être affectés aux 2 principales flottes soviétiques, à savoir celle du Nord et celle du Pacifique. Néanmoins, à cause de l'absence d'installations pour assurer leur entretien et de quais adaptés à leur gabarit, les Kirov vont connaître une usure prématurée. Pour ne rien arranger, leur coût d'entretien élevé ainsi que le besoin de recharger leurs réacteurs tous les 10 à 12 ans va entraîner le retrait de service prématuré de la quasi-totalité des navires de cette classe. Lors de l'effondrement de l'URSS, les 3 unités encore en service actif, les Kirov, Frunze et Kalilin, passent dans le giron de la marine russe, tandis que la construction du 4e bâtiment, le Louri Andropov, sera interrompue pendant presque 3 ans avant d'être achevée. Durant cette brutale transition politique de 91 à 99, les 3 navires opérationnels vont rester à quai pour diverses raisons, tandis que le Piotr Veliki, nouveau nom du Yuri Andropov, les rejoindra en 98. À l'aube des années 2000, la situation des Kirov peut être qualifiée de délicate. 3 d'entre eux sont placés en réserve pour des réparations différées, avec des perspectives lointaines pour une hypothétique remise en service, tandis qu'une seule unité reste en service. De fil en aiguille et d'annonces en abandon, les projets grandioses de remise en service de l'ensemble de la flotte ainsi que la modernisation des différents bâtiments vont déboucher sur une situation pour le moins compliquée et contrastée. En 2023, la situation est la suivante. Le Frunze, qui est devenu l'amiral Lazarev, est en cours de démantèlement depuis 2021. Le Kirov, qui a retrouvé son nom d'origine après avoir été rebaptisé amiral Ushakov entre 92 et 2002, attend lui d'être démantelé. Le Kalilin, qui est devenu l'amiral Nakhimov, lui est en cours de modernisation. Et enfin, Louri Andropov, qui est devenu le Piotr Veliki, est en service, mais son avenir est incertain. Et pour cela, je renvoie à l'une de mes vidéos dans la description. Maintenant, attaquons la partie sur la modernisation de l'amiral Nakhimov. Lorsque celui-ci est arrêté en 97 et transféré au chantier naval Svesmash de Severodvinsk, en vue de sa modernisation, sa carrière est des plus limitées. Mis en service fin 88, il a navigué moins de 10 ans, ce qui n'empêche pas que son état général est guère reluisant. L'amirauté souhaite alors mettre en application le concept d'un nouveau navire dans une ancienne coque, pour pallier le manque de navires de fort déplacement ainsi que le vieillissement généralisé des plateformes hauturières. Les ingénieurs russes du bureau d'études Severin PKB ont imaginé une refonte si complète du bâtiment que cela s'apparente plus à une reconstruction qu'à une modernisation. Elle va d'ailleurs transformer l'amiral Nakhimov de navire de lutte anti-surface et anti-aérienne à un croiseur beaucoup plus polyvalent grâce au montage de cellules verticales UKSK en remplacement des rampes pour missiles P-700 Granit. À l'occasion de cette refonte, le navire est repris dans le nouveau projet 1144.2M. Maintenant, pour expliquer la modernisation, je vais faire point par point, à savoir la coque, l'armement, la défense, etc. Nous allons commencer par la coque et la propulsion. La réputation de solidité des constructions soviétiques est très loin d'être usurpée, et la structure générale du navire, la coque et les parties externes, sont relativement saines.
La classe Kirov ayant été conçue spécifiquement pour être déployée sur toutes les mers et océans jouxtant les frontières de l'URSS sur de longues périodes sans pouvoir bénéficier de carénage régulier. Les ingénieurs avaient donc dessiné une base solide dès l'origine et qui semble avoir relativement bien résisté aux longues années d'inactivité ainsi qu'au manque d'entretien de la décennie 90 à 2000. Aussi, les travaux sur l'extérieur de la coque ont été relativement limités. Ponçage de l'ensemble, menu réparation des zones endommagées ou attaquées par la rouille et application d'un primé anti-rouille et anti-fouling. La peinture finale de la coque a été réalisée au cours de l'été 2019. Il en va de même de la chaîne cinématique Kona spécifique au Kirov qui ne doit pas fondamentalement évoluer. Les premiers projets tablaient sur le remplacement des réacteurs par un modèle plus récent, mais ils sont finalement conservés. Seule leur enveloppe de protection est renouvelée, tandis que les cœurs, déchargés en 2008, avant le lancement des travaux, sont rechargés. Les deux turbines vapeur GTZA 653 sont remplacées par des modèles neufs provenant de Kirov Energomash, tandis que l'ensemble des équipements de pilotage et de sécurité sont remplacés par de nouveaux équipements. De même, les lignes d'arbres et les hélices ont été démontées, réparées et rééquilibrées avant remontage, une étape terminée au début de l'année 2019. Maintenant passons à l'armement. L'intérieur du croiseur n'est plus du tout adapté aux besoins contemporains. Les armements et la batterie de capteurs sont totalement obsolètes et nécessitent d'être remplacés, ce qui conduit à redessiner complètement les structures internes du navire pour accroître le confort de l'équipage ainsi que pour s'adapter aux nouveaux armements et capteurs embarqués. L'isolation des compartiments du navire ainsi que les câblages et les tuyauteries sont aussi intégralement renouvelés. Le gros travail et la partie la plus visible portent sur le remplacement des missiles anti-navires P700 Granit installés dans les 20 silos inclinés installés dans la plage avant sous le pont. Les ingénieurs ont fait le choix de remplacer l'intégralité du système par 10 nouveaux modules de 8 cellules verticales, soit un total de 80 cellules de lancement vertical du type UKSK 3S14 1144. Ces dernières peuvent emporter des missiles 3M55 Onyx, aussi bien que des 3M14 Calibre ou des 3M22 Zircon, leur capacité d'emport variant d'ailleurs selon le type de missile. Cela s'accompagne également de l'installation d'un système de rechargement en missile, le SM456-22-350, ainsi que du système de tir lié, le UKSUR 3R14H. Lorsque les opérations de montage des nouveaux équipements ont démarré, il a été possible de voir progressivement apparaître les cadres de fixation supérieurs des cellules UKSK. Peu de temps après, un chapiteau a été installé directement au-dessus, ce qui tend à indiquer que leur installation complète est actuellement achevée. Il est d'ailleurs intéressant de constater, sur base des images satellites disponibles, que depuis cette zone du navire est systématiquement cachée. Le système lance-missile antiaérien S-300F a aussi été remplacé, soit par la variante modernisée, le S-300FM, qui est très probable, soit par une variante navale du S-400, mais très peu probable, embarquant le même nombre de missiles. Il n'est pas impossible que le système S-300FM installé puisse également lancer des missiles 40N6 du système S-400, ce qui porterait la distance d'engagement maximale théorique du système à 380 km. Les deux radars 3R41 du système S-300F ont été enlevés et s'il advenait que le S-300FM prenne bien la suite, les deux nouveaux radars plats PESA du type 3R48 devraient être implantés en lieu et place. Par ailleurs, le compartiment en plage avant ainsi que les compartiments latéraux arrière qui abritaient les silos du système 3K94 Kinzhal ont été entièrement démontés pour laisser la place au système poliment réduit de lutte anti-aérienne moyenne portée, dérivé lui aussi du système S-350 et mettant en œuvre le missile navalisé 9M96E qui a une portée de 60 km. Le nombre de missiles embarqués n'est pas encore précisé, mais il devrait être conséquent. De plus, le poliment réduit nécessite normalement l'emploi de radars AESA, le 5P20K, pour la détection des cibles,
l'installation de ces derniers devrait changer de manière significative l'esthétique générale du bâtiment. Alors que les premières informations tablaient sur un enlèvement du système de protection rapproché OSA-M et un remplacement du Cortic par un système modernisé, le Cortic-M, il n'en est rien. C'est finalement le système Pantsir-M, combinant à la fois des missiles et des canons à tir rapide, qui prend la relève des Cortic avec le montage de 6 tourelles devant assurer la défense rapprochée du bâtiment. Enfin, la tourelle double AK-130 en plage arrière près du hangar à hélicoptère est enlevée. Et il semble, sans confirmation d'ailleurs pour l'instant, qu'elle doit être remplacée par un nouveau modèle. Le développement récent du canon A192M de 130 mm fait de ce dernier un candidat potentiel pour remplacer l'AK-130. Un nouveau système de proximité prévu pour la lutte anti-sous-marine et anti-torpille doit aussi être installé pour remplacer les 10 tubes lance-torpilles de 533 mm. Le paquet NK est composé d'un sonar de désignation de cible, le paquet AE, et d'un système de contrôle, le paquet E, et enfin de 2 lance-torpilles rotatifs quadruples en conteneur. Il peut fonctionner soit de manière automatique en étant intégré dans le système de défense du navire, soit de manière indépendante. Maintenant passons au capteur. Pour mettre en œuvre les armements que je vous ai énumérés, la suite de radars de capteurs embarqués doit lui aussi évoluer en profondeur. Le radar MR600 Voskhod, situé sur le mât principal, a lui aussi été remplacé par le nouveau radar MR650 ET1, produit par Sailut. Ce radar comporte une antenne plate de grande dimension pesant 4,7 tonnes et est prévu pour assurer la détection des cibles aériennes et de surface tout en offrant une plus grande résistance au brouillage. Il peut couvrir une zone de 500 km, détecter un avion à 300 km et un missile à 55 km, avec une distance de détection minimale de 5 km. Le radar MR750 Frégate M2 doit être remplacé par sa variante la plus moderne, le MR700 Frégate M2EM. Il est composé de 2 antennes plates légèrement désaxées. Ce radar de détection des cibles aériennes et de surface est beaucoup plus résistant au brouillage que son prédécesseur et peut couvrir une zone de 300 km. Il peut repérer un avion jusqu'à une distance de 230 km et un missile à 50 km avec une capacité de détection minimale de 2 km. Les 3 radars de navigation MR212 doivent être remplacés par des MR231 ainsi que par les systèmes de navigation et d'information MR232-3. Les informations obtenues seront transmises au nouveau système modulaire 2 à 9 consoles de traitement des données radar POIMA-E pour le suivi simultané d'un maximum de 200 cibles aériennes et maritimes. Le POIMA-E procure aux opérateurs une image tactique complète de la situation pour déterminer le système d'armes à employer. Il s'occupe aussi d'engager des cibles et de transmettre des informations utiles aux différents systèmes d'armes intégrés. L'ensemble du système de combat intégré est le Lézorub E, qui prendra la succession du Lézorub 44. Il consiste en plusieurs modèles indépendants POIMA-E travaillant eux aussi en réseau. Le système s'intègre dans le système de combat global russe, qui met en réseau les différents équipements mer, terre, air, espace, permettant de transmettre les cibles sans être forcément à portée. Certaines déclarations russes font état d'emploi de technologies d'intelligence artificielle pour automatiser en partie le fonctionnement des équipements offensifs de détection. Mais malheureusement, nous n'avons pas plus de détails sur cette question. Au niveau de la lutte anti-sous-marine, plusieurs nouveaux systèmes font leur apparition. Le sonar actif-passif ISPNM1 Minotaur d'une portée maximale de 74 km en remplacement du sonar MGK 350 Polynome. Le sonar MG757.3 ANAPA ME de lutte contre les hommes grenouilles et les petites unités sous-marines à la place des 2 sonars MG7. Et enfin, les systèmes de leurre et de contre-mesure doivent également être remplacés, mais il faudra attendre la remise en service du bâtiment pour compléter les rares informations déjà disponibles. Maintenant, nous allons parler du calendrier de la modernisation. Bien que présent au chantier naval Spetsnaz depuis 1997 et malgré les importantes ambitions affichées par l'amirauté pour l'amiral Nakhimov,
Ce dernier n'est réellement pris en charge qu'à partir du 14 août 1999. Néanmoins, durant presque 10 ans, rien ou presque ne se passera sur le bâtiment. Les plans, encore très vagues à l'époque, tablaient sur un passage du croiseur à l'ère digitale avec un remplacement de ses armements, mais sans autre détail. On note d'ailleurs un timide début de travaux en septembre 2008 seulement, avec le déchargement du combustible nucléaire des réacteurs. Mais là encore, il faudra encore attendre 4 années supplémentaires pour le lancement des travaux préparatoires. Mais c'est la date du 13 juin 2013 qui sert de point de départ officiel aux travaux de l'amiral Nakhimov, avec la signature du contrat entre le chantier naval et le ministère de la Défense. L'objectif est alors de récupérer le navire modernisé pour 2018. Ouais, il rigolait pas, hein. Le chantier commence rapidement. En décembre 2013, les techniciens procèdent à un état des lieux approfondi du navire pour établir l'ampleur des travaux à réaliser. Puis, en janvier 2014, le bâtiment est préparé pour entrer dans le bassin de Svesmash où aura lieu la modernisation. Pas moins de 6 pontons sont nécessaires pour assurer la flottabilité et son passage précis à travers le portail d'entrée, une opération de longue haleine achevée le 24 octobre 2014 et qui voit le croiseur rangé devant l'atelier numéro 50. Le démantèlement des structures internes démarre début 2015. Svesmash annonce même le 2 novembre que l'enlèvement des anciens équipements est achevé. Mais en réalité, il faudra attendre février 2016 pour voir la fin des travaux d'évaluation de l'état de la coque, ce qui permet alors d'entamer sa remise en état. Mais comme de coutume, avec la construction navale russe, le calendrier du chantier va être considérablement modifié à cause de nombreux retards. Selon plusieurs sources russes, le remplacement des chaudières vapeur produites par Kirov Energomash aurait rencontré lui aussi des difficultés, ce qui se serait traduit par un retard d'au moins 2 ans. Ceci n'a cependant pas empêché d'achever les travaux de coque et des hélices en 2019. Le 19 août 2020, enfin, l'amiral Nakhimov sort du bassin où il est entré 6 ans plus tôt, pour rejoindre son quai d'achèvement où se déroule actuellement la dernière étape de sa modernisation. La fin du chantier est maintenant annoncée pour la fin de l'année 2023, un délai réaliste et plausible. En effet, le rechargement des réacteurs a débuté en janvier 2023, tandis que l'équipage, en cours de constitution et provenant pour partie du Pyotr Veliki, doit sous peu prendre ses quartiers dans le navire. Ainsi, si plus aucun retard n'est à signaler, son retour au service devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2024, avec 6 années de retard sur le calendrier prévu à l'origine. D'ailleurs, si vous voulez savoir quand l'amiral Nakhimov sera de nouveau en service, je vous invite à vous abonner à la page Instagram. Oui, je sais, je place aussi mon truc. Pour finir, l'ensemble des travaux se serait déroulé sur 10 ans, de 2014 à 2024, avec un bâtiment qui aura été immobilisé pendant près de 25 ans, de 1999 à 2024. Maintenant, que pouvons-nous nous dire sur sa modernisation? La Russie a mis en œuvre le fameux concept d'un nouveau navire dans une ancienne coque, venant en réalité masquer l'incapacité des chantiers navals nationaux à produire des bâtiments océaniques de fort déplacement par manque d'infrastructures adaptées. À cela s'ajoute un problème d'approvisionnement en turbines navales et le retard pris dans le processus de substitution des équipements embarqués. La Russie doit effectuer une douloureuse remise en question tout en investissant massivement dans son outil de production, dans la formation de son personnel, ainsi que dans l'amélioration de ses capacités scientifiques et techniques. Autant de leviers d'amélioration qui nécessitent beaucoup de temps et d'argent. Néanmoins, la modernisation de l'amiral Nakhimov, si elle peut paraître anecdotique à l'ère des navires plus compacts et donc moins coûteux à construire et exploiter, peut s'expliquer de deux façons. Tout d'abord l'angle industriel, afin de conserver ou de réacquérir certains savoir-faire navals en matière de construction de navires hauturiers, ou alors l'angle opérationnel, afin de conserver et d'accroître certaines capacités navales en attendant de nouveaux bâtiments plus modernes possédant ces mêmes capacités. Les travaux réalisés sur l'amiral Nakhimov font d'un navire résolument orienté mer-air et mer-mer un bâtiment polyvalent, apte à assurer un spectre de frappe beaucoup plus large tout en disposant d'une panoplie d'armements sans commune mesure avec les systèmes antérieurs. Le remplacement des P700 Granit par des silos universels UKSK pouvant embarquer au choix 80 missiles calibre, Onik ou Tsirkon
lui procure une grande souplesse d'emploi et une force de frappe inégalée au sein de la flotte russe. Le remplacement des S-300F, substituant par des S-300FM, rend également sa bulle anti-aérienne beaucoup plus efficace et difficile à pénétrer que l'actuelle. Toutefois, énumérer une liste d'armements avec leurs caractéristiques n'a guère d'intérêt si on ne prend pas en ligne de compte la doctrine d'emploi du navire ainsi que la qualité des capteurs employés pour déployer les dits armements. Les actuelles opérations navales de la guerre en Ukraine ont mis en évidence le besoin de prendre en compte la menace des drones dans les airs et sur la mer, et par conséquent de revoir les moyens de protection rapprochés des bâtiments, une problématique encore plus importante sur un navire aux dimensions aussi généreuses qu'un croiseur de la classe Kirov. L'intégration ainsi que la mise en œuvre des nouveaux systèmes embarqués nécessitera du temps, mais le savoir-faire acquis dans ce cadre ainsi que l'argent investi dans cette modernisation devrait permettre aux Russes de réapprendre à construire de grands bâtiments modernes capables de répondre aux enjeux auxquels leurs forces navales seront confrontées dans les années à venir. Or, ces futurs bâtiments hauturiers se font attendre, comme les destroyers à propulsion conventionnelle, les Super Koskov du projet 22350M, dont la construction d'une première unité déjà reculée devrait débuter à l'horizon 2024-2025, ou les toujours très hypothétiques croiseurs à propulsion nucléaire Leader du projet 23560 dont la construction n'a pas encore été planifiée. En attendant, il faut bien que la marine russe puisse se reposer sur des unités existantes, quitte à les moderniser pour ne pas tomber dans un trou capacitaire dont elle aurait les pires difficultés du monde à en sortir. N'oublions pas que de nombreuses voix en Russie et ailleurs d'ailleurs critiquent férocement la modernisation de l'amiral Nakhimov. L'argent dépensé aurait pu permettre de construire 5 à 6 frégates amiral Korskov. Alors d'un point de vue purement arithmétique, l'argument est recevable. Et même moi j'en ai parlé sur la vidéo justement sur l'amiral Korskov. Mais d'un point de vue industriel, il ne tient pas la route. Vu les retards chroniques des chantiers navals et la faible capacité nationale de production de turbines à gaz et de réducteurs, il aurait été clairement impossible à l'industrie navale russe de construire autant de frégates à la place de la modernisation de l'amiral Nakhimov dans le même laps de temps, à savoir 10 ans. En outre, les amirals Korskov possèdent un déplacement moyen de 5000 tonnes. Ils sont alors à la limite haute de leur capacité en matière d'endurance, notamment lorsqu'elles sont employées pour des croisières au long cours. Autrement dit, ces unités ont les jambes un peu trop courtes pour assurer de longues rotations océaniques. Et ne parlons pas de leurs radars embarqués aux performances limitées en distance de détection et d'illumination à très longue distance, domaines dans lesquels les Kirov excellent. Enfin, il reste l'indéniable aspect dissuasif de ces derniers. La vue d'un bâtiment nucléaire et surarmé de 250 mètres de long et de 25 000 tonnes peut calmer les esprits belliqueux les plus téméraires. Je rappelle que le Charles de Gaulle fait 262 mètres, alors vous imaginez un petit peu la taille du bâtiment. Ces capital ships montrent le pavillon de la marine russe, ce qui en fait un formidable outil géopolitique pour Moscou. Mais malgré tout, l'état de la flotte hauturière russe n'est pas reluisant, et les Kirov font partie des derniers croiseurs soviétiques produits. Peut-être seront-ils d'ailleurs les ultimes croiseurs de cette taille de la marine russe. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et aussi à vous abonner à Instagram pour la même occasion. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.